à tous, ravi de vous retrouver sur Public Sénat. À suivre cet après-midi en direct, les auditions d'Emmanuel Macron, ministre de l'économie, ainsi que celle de Carole Delga, secrétaire d'État au commerce. Tous deux sont auditionnés par les sénateurs de la Commission des affaires économiques du Sénat sur les crédits accordés à leur ministère par le projet de loi de finances 2015. Emmanuel Macron, le ministre de l'économie, s'est récemment illustré, notamment en réclamant la fin des retraites chapeau, ces compléments de rémunération très généreux qui peuvent être accordés à certains anciens dirigeants, également en s'attaquant aux professions réglementées, notaires, huissiers ou encore avocats. Rappelons que le projet de loi de finances pour 2015 a été adopté en première lecture hier par l'Assemblée nationale, et cela malgré certaines voix socialistes qui se sont élevées pour dénoncer une politique économique trop favorable aux entreprises et pas assez aux ménages et aux investissements publics. On prend tout de suite donc la direction de la salle Médicis. Écoutez, nous allons vous entendre sur les crédits de votre ministère. Vous occupez, Monsieur le Ministre, ces fonctions depuis peu de temps. Pour autant, vous n'êtes pas un nouveau. Nous avions reçu votre prédécesseur le 3 juin dernier. Il nous avait d'ailleurs annoncé une série d'initiatives, de mesures qu'il souhaitait prendre, notamment dans le domaine des professions réglementées. Et nous avions été les premiers à l'entendre. Et je vais vous confier une chose. Pensions que c'était une petite provocation de sa part, un exercice un peu solitaire sur le sujet. Et finalement, on a vu que le sujet, non, pas du tout. Il était inspiré par une volonté gouvernementale dont vous êtes aujourd'hui le porteur. Et donc, nous allons assez rapidement connaître, je crois que le Conseil des ministres doit l'adopter mi-décembre, le projet de loi qui va essayer de stimuler la croissance et en même temps de rendre du pouvoir d'achat aux consommateurs, notamment avec cette réforme des professions réglementées. Alors nous souhaiterions, Monsieur le Ministre, que vous livriez à un exercice qui nous permette de voir quels sont les points de continuité avec votre prédécesseur, également les points d'inflexion entre votre action et celle qu'a menée votre prédécesseur. Et surtout, nous souhaitons connaître de votre part quelles sont les orientations, quel est le calendrier du futur projet de loi sur l'économie auquel votre nom sera associé. Alors, vous avez des contraintes d'horaire que nous allons bien sûr respecter. Vous avez, on va dire, une bonne heure. Il faut que vous partiez à 17h45. Vous m'avez dit en arrivant, il faut que je parte à 45. Je lui dis, oh là, bon, il reste quelques minutes. Mais non, heureusement, il faut toujours être positif. Hein, bon. Alors, nous aurons ensuite à voir Madame la ministre en charge du commerce, artisanat, petites entreprises, etc. Donc, je réserve mon propos vous concernant. Nous allons d'abord nous consacrer à la partie qui sera occupée par Monsieur Emmanuel Macron. Monsieur le ministre, nous vous écoutons. Merci beaucoup, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les sénateurs. Bonjour. Ce que je propose, c'est peut-être de prendre une dizaine de minutes pour essayer de donner un peu le cadre de l'action du ministère. Vous m'invitez à parler aussi des crédits budgétaires, donc oui. Je vais essayer de faire cet exercice de la manière la plus englobante, mais en même temps pour donner le sens général de l'action que je compte conduire, étant entendu que c'est à mes yeux un premier échange que j'ai avec votre mission, parce que je souhaite qu'on puisse le plus régulièrement possible échanger au fond. Il y aura ce projet de loi que vous évoquez, mais l'action de ce ministère, je la conçois aussi dans un dialogue. Alors, ce que je vous propose, c'est peut-être d'essayer d'avoir une perspective non pas cinématographique, mais de partir des territoires, puis de la politique française, et je finirai par la politique européenne, en élargissant progressivement l'angle qui est donné, parce que c'est, me semble-t-il, la continuité et la cohérence d'un fil que nous devons trouver. Et on ne peut pas avoir une bonne politique économique sur le plan local si elle n'est pas cohérente avec les ambitions que nous portons sur le plan européen et avoir en quelque sorte la même exigence. Alors, premier plan, ce sont les territoires et donc nos entreprises. Et à cet égard, vous m'invitiez à clarifier les aspects de continuité avec mon prédécesseur. Je tiens à dire qu'il y a un travail important que mon prédécesseur, ses équipes avaient fait et tout le ministère en termes de défense du tissu industriel français, et je compte, j'ai d'ailleurs pris les dispositions pour le faire dès les premières semaines, poursuivre ce travail dans un esprit de continuité. Ce qui veut dire consolider le rôle des commissaires au redressement productif, qui font un travail important depuis 2 ans sur les territoires auprès des préfets,
avec plus de 2000 dossiers différents, parce que c'est la responsabilité de l'État sur les territoires, aux côtés des régions et de tous les acteurs locaux, parce que nous les voyons en particulier au cabinet sous toutes leurs formes et dans toutes leurs composantes, travailler aux côtés des entreprises pour pouvoir préserver leur activité, sauver tout ou partie de leur activité lorsqu'elles sont menacées. Donc, consolidation du dispositif existant. Je prendrai dans les prochaines semaines une circulaire pour justement davantage ancrer le rôle de ces commissaires au redressement productif dans le travail de la direction générale des entreprises et en leur donnant aussi un rôle, je dirais, mieux coordonné avec les différents services de l'État sur le plan financier également. On peut fluidifier nos instruments sur le plan local, mieux mobiliser, être davantage dans l'anticipation. Je vous redonnerai sur ce sujet les détails si vous le souhaitez, mais c'est en tout cas ma volonté. Volontarisme donc de cette action sur le terrain et sur le front défensif, ce qui ne veut pas dire courir après toutes les situations, je veux clarifier ce point de méthode, mais se battre derrière chaque situation qui en vaut la peine. Et il y a beaucoup d'entreprises que nous pouvons aujourd'hui redresser, dont nous ne pouvons nous résoudre qu'elles se ferment lorsqu'elles ont encore un marché, encore une production viable. Néanmoins, il y a aussi une pédagogie à faire lorsque ce marché n'existe plus ou qu'il n'y a pas de possibilité de reprise. Et donc, c'est pourquoi je ne considère pas que l'aide aux entreprises en difficulté, si elle doit être un terrain d'engagement politique et administratif, ne doit pas être pour autant un sujet primordial d'action médiatique, en quelque sorte. Et mon cabinet fait un travail important. J'ai gardé la cellule qu'avait constituée Arnaud Montebourg, les CRP, le CIRI que vous connaissez à Bercy, travaillent, mais ils travaillent dans un esprit de discrétion, de volontarisme et de lucidité tel que je l'ai évoqué. La responsabilité de l'État, c'est aussi de fixer un cap en fonction des spécificités des territoires. Et ça a été le sens de plusieurs initiatives qui ont été portées. Je veux en citer en particulier une ici, qui est la labellisation des métropoles French Tech, 9 au total, qui sont intervenus la semaine dernière, reconnaissant les écosystèmes entrepreneuriaux qui se sont structurés. Dans nos territoires, il faut également, si je puis dire, s'occuper du quotidien, parce que l'action économique de notre ministère, c'est aussi le quotidien de notre économie et des emplois. On parle du front défensif, celui que je viens de détailler. Quotidien, c'est aussi les PME, les artisans, qui ont des difficultés sectorielles. Le BTP en est un bon exemple. Et je laisserai Carole Delga revenir sur ce sujet. Il y a plusieurs initiatives qui seront conduites dans les prochaines semaines, prochains mois. Et surtout un travail important que Carole conduit à destination de l'artisanat, du commerce, qui structure notre tissu économique et qui fait partie également de notre compétitivité et de l'activité au quotidien de nos concitoyens. Enfin, dans nos territoires, il faut également préparer l'avenir en pariant sur les entrepreneurs, car dans l'économie où nous nous trouvons, qui est une économie de l'innovation, vous avez dû en parler avec M. Tirole, ce sont les entrepreneurs qui sont porteurs de croissance et d'emploi. Les start-up représentent près de la moitié des créations d'entreprises en France, et ce que je veux, c'est qu'on puisse accompagner ce mouvement, aller plus loin. La BPI, en particulier, consacrera 20 millions d'euros dès 2015 à la bourse French Tech en ce sens, mais c'est une action que je compte développer parce que les start-up, ça n'est pas, contrairement aux idées reçues, que pour quelques quartiers ou quelques endroits du territoire français. La labellisation French Tech que j'évoquais le montre, mais c'est un avant-poste de notre économie qu'il faut encourager, qu'il faut développer, parce que cette nouvelle économie doit de plus en plus aussi travailler, je n'aime pas ce terme, mais avec la vieille économie ou l'économie classique. Et c'est tout ce que je veux promouvoir, en particulier, ce qui me permet de faire le lien avec ce point, avec tout le volet offensif de notre politique industrielle à travers les 34 plans qui ont été mis en place par mon prédécesseur sous l'impulsion du président de la République. Ces 34 plans, ce sont 34 objectifs, en quelque sorte, d'arriver au marché avec des nouveaux produits, avec des projets industriels. Ils sont portés par des industriels. Et donc c'est une initiative qui vient en plus de ce qui a pu exister déjà avec le Conseil national de l'industrie, et avec la volonté, accompagnée par l'État, d'associer PME et grands groupes, partenaires publics et partenaires privés, pour arriver à des projets très concrets. Le véhicule consommant les 2 litres au 100, les drones, pour citer des produits d'actualité, des innovations dans le numérique, par exemple avec des innovations précisément dans le traitement des données de masse, des innovations dans la transition énergétique
dans le véhicule, comme je l'évoquais à l'instant. 34 plans couvrent beaucoup de nos secteurs industriels. Aucun quasiment n'est délaissé. Et j'ai eu l'occasion là aussi de le dire, je commencerai dans les prochaines semaines une revue de ces 34 plans par famille, par cohérence, en commençant par le numérique, puis en continuant par les autres grandes familles, l'automobile aussi très bientôt, pour essayer de regarder dans un esprit très pragmatique ce qui marche et ce qui ne marche pas, ce qui peut avoir des synergies, on peut rapprocher, parce qu'avoir 34 priorités, c'est beaucoup. Nous avons connu ça avec les pôles de compétitivité, c'est un peu la maladie française. Quand on a trop de priorités, c'est qu'on n'a plus de priorités. Donc il ne s'agit pas de couper des crédits, je veux le dire ici, tous les crédits prévus pour les 34 plans seront préservés, mais il s'agit de créer, d'abord d'avoir une approche pragmatique, de créer plus de transversalité entre les plans existants, parce que l'économie de l'innovation dont je parlais est une économie qui a besoin de transversalité, il ne faut pas recréer des silos, et c'est aussi de créer plus d'internationalisation dans les plans existants, parce que souvent ces marchés ont besoin d'avoir un accès à l'international. Et je veux ici faire le lien avec ce que je disais sur le numérique. L'un des plans particulièrement importants, c'est celui de l'usine du futur. J'ai eu l'occasion dès la semaine dernière de passer en revue les actions qui étaient prises. Pourquoi? Parce que c'est celui qui va regarder de manière très concrète, avec une déclinaison régionale, l'alliance de l'industrie classique, du numérique et des services. Et c'est à travers les innovations, mais aussi les initiatives que nous pouvons prendre sur les usines du futur dans les territoires, que nous pouvons essayer de rattraper la bataille perdue dans la robotisation de notre économie par rapport à nos grands voisins, en particulier aux Allemands. Le deuxième niveau d'action, c'est l'échelle nationale. Et là-dessus, je veux, sur le plan macroéconomique, juste donner quelques points de clarification qui seront la philosophie de mon action. Alors, ça pourrait se résumer dans une forme d'oxymore, c'est de la stabilité et le mouvement. Ce que je veux dire par là, c'est que sur le plan macroéconomique, nous avons besoin d'abord de stabilité, sur le plan de la fiscalité et des grandes décisions fiscales et sociales. Nous avons pris beaucoup de décisions, on pourra y revenir dans le débat, beaucoup de choses ont été annoncées. Le pacte de responsabilité et de solidarité est une décision importante qui a été annoncée dès le 14 janvier par le Président de la République, déclinée par le Premier ministre en avril dernier. Je crois que la priorité aujourd'hui, c'est, pour ce qui est du CICE, du pacte de responsabilité et de solidarité, d'en assurer la stabilité dans les décisions qui sont prises et l'exécution. Parce que c'est à cette condition que ce plan trouvera son efficacité et que nous pourrons redéclencher des comportements d'investissement dans les entreprises et de consommation chez les ménages. Ce plan, c'est 40 milliards d'allègements de charges et de fiscalité. Alors je sais bien, ça vient dans un paysage que, de manière extrêmement bipartisane, nous avons dégradé par la fiscalité. Mais néanmoins, cet engagement triennal, il est important parce que pour la première fois, on s'engage dans des contraintes de finances publiques que nous connaissons tous, à alléger de 40 milliards sur 3 ans. Je pense qu'il faut que collectivement, nous donnions à nos acteurs économiques le signal que, jusqu'au dernier centime, nous ferons ce plan. Ça suppose un esprit de responsabilité des partenaires sociaux d'une part et des organisations patronales aussi d'autre part, en particulier en alimentant un dialogue par branche qui me paraît être extrêmement important parce qu'il est l'incarnation de cette démocratie sociale dans laquelle nous croyons, qui est, à mes yeux, un facteur de compétitivité important. D'ores et déjà, nous avons les premiers résultats macroéconomiques de cet engagement pour la compétitivité et la restauration des marges de nos entreprises. J'en veux pour preuve les chiffres sortis le mois dernier qui montrent que la France, pour la première fois depuis plusieurs années, a retrouvé un coût horaire moyen légèrement inférieur à celui de l'Allemagne. Ce qui est important, ce qui s'explique d'une part par les premiers effets du CICE, d'autre part par la dynamique salariale qui est fortement repartie en Allemagne. Mais il nous faut reconverger progressivement pour rattraper notre divergence passée. Je crois qu'il faut aller au bout donc, et avoir de la stabilité. En même temps, il faut accélérer les réformes. Pour là aussi crédibiliser notre volonté d'avoir une économie plus compétitive et pour ouvrir cette économie. Alors, je veux ici, de manière rapide, parce que je suis déjà trop long, Monsieur le Président, essayer de dire quelle est la philosophie qui va accompagner ce projet de loi pour la croissance et l'activité que je proposerai au Conseil des ministres le 10 décembre prochain et qui, au premier semestre de l'année prochaine, sera soumis donc à l'Assemblée et au Sénat. Ce projet de loi, il avait été initié par mon prédécesseur dans l'esprit que vous rappeliez. Ma volonté première, la philosophie de cette démarche, ça n'est pas de stigmatiser telle ou telle profession, vous faisiez référence aux professions réglementées,
Ça n'est pas de considérer qu'on va rattraper du pouvoir d'achat ou de l'activité en allant trouver une victime expiatoire dans le reste de notre économie. C'est simplement, quand on considère l'économie française, de regarder de manière lucide que nous sommes dans un monde qui bouge de plus en plus vite, que des pans entiers de notre économie se sont adaptés à cette mondialisation. Parfois même, nous l'avons subi parce que nous n'avons pas su l'accompagner. Et que pour réussir, pour que la France réussisse dans la mondialisation, celle qu'on veut, celle qu'on aura choisie, et dans une Europe où on réussira, notre devoir collectif, c'est de la préparer à celle-ci. Non pas d'appliquer, ce que j'entends parfois, des réformes que Bruxelles nous dicterait de faire pour nous-mêmes. À la rigueur, ça m'importe peu. Mais ce n'est pas parce qu'un traitement est indiqué par Bruxelles s'il est bon qu'on ne devrait pas se l'appliquer. Mais c'est en regardant de manière très pragmatique notre économie, quels sont les endroits où nous devons débloquer les choses, où nous devons ouvrir davantage. Pourquoi? Pour parfois faire baisser les prix, pour surtout recréer de l'activité où c'est possible, et au-delà de ça, pour recréer des opportunités pour les Françaises et les Français. C'est-à-dire redonner davantage d'égalité de chances économiques. Les professions réglementées, il ne s'agit pas de stigmatiser qui que ce soit, mais pour n'en citer qu'une, qui fait l'objet de beaucoup de débats, les notaires. Honnêtement, le notariat français fonctionne bien. Il ne s'agit pas d'en remettre en cause les fondamentaux, ça n'aurait rien à voir avec l'économie. Pourquoi j'ai décidé dès le début que l'acte authentique et son exclusivité devaient rester au notaire. On ne va pas sortir du droit canon. En même temps, quand on regarde la partie économique de ce qu'est le notariat français, il y a moins de notaires en France aujourd'hui qu'en 1980. 600 offices de moins. Il y a plus de 10 millions de Français de plus, et les transactions immobilières ont augmenté de 250% pendant cette période. Est-ce que c'est sain? Quand on regarde la population des notaires, les offices notariaux sont tenus par des notaires associés. Ils sont à plus de 80% des hommes de plus de 45 ans, avec des revenus en moyenne, je dis des chiffres de l'inspection des finances, de 17 000 euros. Et quand on regarde les notaires salariés, qui en moyenne sont payés 4 000 euros, qui ont les mêmes diplômes, les mêmes stages, ce sont là essentiellement des femmes de moins de 45 ans. C'est la traduction qu'il y a quelque chose de grippé dans ce secteur économique. Prenez à côté les avocats, qui n'est plus une profession réglementée, la moyenne d'âge doit être de 45-50 ans, et c'est à 53% féminin. C'est une preuve, je ne parle pas là de pouvoir d'achat, dans la réforme que nous proposons, il y a des leviers pour baisser les tarifs des notaires. Je veux simplement, de manière emblématique, citer cet exemple pour illustrer à quel point cela montre qu'il y a un problème d'accès à une profession. Et donc, on peut tout à fait préserver l'ADN du notariat français, notre fierté, la sécurité juridique, le maillage territorial, qui est fondamental, mais en même temps moderniser les règles d'installation et d'accès à une profession pour que celles et ceux qui veulent entreprendre puissent le faire, dans un esprit méritocratique et ouvert. Et je crois que les notaires y sont prêts, puisque c'est une façon aussi de les aider à affronter le monde de demain et à améliorer les services. Donc l'esprit de cette loi pour les professions réglementées, c'est celui-là, faciliter les conditions d'accès, les moderniser, aider à l'innovation de ces professions qu'on appelle réglementées, que parfois on appelle libérales, dans un paradoxe toujours amusant, mais en les rendant précisément plus innovantes, en mettant plus de concurrence là où c'est sain. On a des tarifs. Est-ce que ces tarifs se justifient partout? Il faut parfois que ce soit des plafonds. Si certains sont prêts à faire des actes un peu moins chers, il faut leur laisser la possibilité de le faire. Je ne veux pas être trop long sur ce sujet. Ouverture dans d'autres secteurs comme les transports, avec les autocars. Politique, là aussi, d'ouverture du capital de nos entreprises, avec une réforme que je veux ambitieuse sur à la fois l'épargne salariale et l'actionnariat salarié, pour qu'on puisse retrouver un autre collectif dans les entreprises françaises. Je crois qu'il faut regarder les choses comme elles sont. Nous avons abîmé l'épargne salariale et il est important de commencer à restaurer cet outil, de l'ouvrir aussi aux plus petites entreprises, parce que c'est un point important de compétitivité, parce que ça crée une autre collectivité humaine. Et quand un chef d'entreprise, un grand chef d'entreprise du nord de la France avait coutume de dire, lorsque mes salariés sont aussi mes actionnaires, je leur parle différemment. C'est ça l'actionnariat salarié, l'épargne salariale, pardon. Et l'actionnariat salarié, c'est un vecteur important pour mobiliser davantage les jeunes et rémunérer de manière juste celles et ceux qui prennent un risque, qui est celui de l'entrepreneuriat. Et je crois que là, notre dispositif aujourd'hui
récompense insuffisamment celles et ceux qui prennent un risque important, qui décident de ne pas être que des salariés et qui aujourd'hui ne sont pas suffisamment récompensés. Et c'est important pour là aussi l'attractivité et la compétitivité de notre économie et de nos territoires. Enfin, il y a un volet relatif au travail dans ce projet de loi, parce que là aussi, l'idée c'est d'ouvrir les choses, de décloisonner, avec une réforme sur le travail du dimanche qui s'appuie sur les travaux de M. Bailly et de la concertation qu'il avait menée, une simplification du dispositif, plus de latitude donnée aux maires dans les ouvertures dominicales, une règle de compensation qui sera dans la loi, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, puisqu'il y a des zones, en particulier les zones touristiques, où la compensation n'est pas systématique. Et enfin, pour les zones d'intérêt touristique international et les zones très attractives sur le plan économique et quelques grandes gares de notre économie, la possibilité de prendre par arrêté cette décision d'ouvrir, parce que parfois la complexité de certains débats locaux et l'intérêt supérieur que justifie l'ouverture du dimanche dans ces zones et en soirée nous a semblé justifier qu'on puisse reprendre la main dans un esprit de concertation avec les collectivités locales, mais pour pouvoir, dans certains endroits très symboliques, où on sait qu'ouvrir le dimanche en soirée crée de l'activité de manière évidente et n'est pas un déport d'activité, pouvoir le faire. Enfin, nous proposons une réforme des prud'hommes. J'oublie quelques autres pans de cette loi par esprit de synthèse, parce que je veux qu'on ait de la place pour le débat. Réforme des prud'hommes qui, avec François Rebsamen et Christiane Taubira, nous paraissait essentielle. Christiane Taubira en avait esquissé les grandes lignes dans son projet de justice du XXIe siècle, mais c'est aussi une réforme économique. Parce que la réalité aujourd'hui de notre justice prud'homale, c'est 27 mois en moyenne de délai, c'est une conciliation qui était la justification première de cette organisation, qui est de 6%, un taux de réformation extrêmement important des jugements, et à Paris, 4 ans pour le coup de délai. Donc c'est une justice qui est incertaine pour les salariés les plus fragiles comme pour les petits patrons, et qui est longue. Nous pouvons la réformer en respectant l'esprit originel de ce qu'est la justice prud'homale, c'est-à-dire en préservant le paritarisme, mais en accélérant les délais, en donnant de la visibilité par une forme de barème sur les peines qui sont risquées, et en facilitant la procédure de conciliation. Voilà, je ne veux pas être trop long sur ce projet de loi, mais je veux vous dire ici que moi j'attends beaucoup du débat parlementaire, aussi bien à l'Assemblée nationale qu'ici. Je veux qu'on puisse le commencer au plus tôt, parce que c'est un texte qu'il faut enrichir, mais on peut voir ce texte de deux façons. La première comme une forme de prise de risque politique maximale pour le plaisir de le faire, ou par posture, ça n'est pas ma philosophie. La seconde, elle consisterait à dire que, oui, on s'attaque à beaucoup de difficultés, politiques ou sociétales. Oui, on s'attaque à beaucoup de corporatisme. Mais, somme toute, c'est aussi ce dont notre pays souffre. Somme toute, aujourd'hui, ce dont notre pays a besoin, ce dont notre économie a besoin, c'est de retrouver une forme d'espoir, une forme de perspective, qui ne se réduisent pas à des débats fiscaux ou sociaux que plus personne ne comprend. C'est qu'on redonne la possibilité aux Françaises et aux Français qui veulent faire davantage, qui veulent prendre des initiatives, de pouvoir les prendre. Et qu'on ne regarde pas toujours notre économie ou notre société à l'aune des intérêts constitués. Parce que ces intérêts constitués, ils sont importants pour notre économie, pour notre société, notre vie politique, mais ils ne peuvent pas mobiliser l'ensemble de nos forces. Et donc il faut redonner des opportunités, en particulier aux plus jeunes, en particulier à celles et ceux qui sont condamnés aux marges de la société du travail et qui ont énormément d'envie, d'initiative et de volonté. Enfin, je veux finir là-dessus, c'est l'Europe. Parce que le sens de tout ce qu'on fait, c'est, je le disais tout à l'heure, de faire réussir l'économie française dans la mondialisation. Notre devoir, c'est donc de réformer l'économie française. Trop longtemps, et là aussi de manière bipartisane, notre attitude classique avait été de dire on a un problème, on va remettre de l'argent public, parce que c'est plus simple, c'est plus traçable, c'est plus évident. Et les réformes que nous demande Bruxelles, on va négocier, mais on va vous protéger de ces réformes. Notre volonté, c'est de faire l'inverse. C'est difficile de réduire les dépenses publiques, on le sait bien, on le voit tous les jours. C'est impopulaire, quand bien même on peut partager la même volonté sur les principes, la mise en œuvre est toujours difficile, quelle que soit la zone que l'on touche. Et les réformes que nous allons conduire, que j'espère conduire avec vous, elles seront difficiles, mais elles sont nécessaires et nous les faisons pour nous-mêmes, pour le bien de cette économie. Mais
parce que nous serons plus forts, parce que nous aurons fait ces réformes, pour nous-mêmes, nous restaurons aussi notre crédibilité vis-à-vis des acteurs économiques, de nos entreprises qui n'attendent que ça, et de nos partenaires européens. Je peux vous dire, pour les voir régulièrement, que nos partenaires allemands, nos partenaires britanniques, nos partenaires italiens n'attendent qu'une chose, c'est que nous prenions nos responsabilités, c'est que nous modernisions le pays pour lui-même. Et c'est à cette condition que nous pourrons aussi être plus exigeants à l'égard de l'Europe, et en particulier à l'égard du plan d'investissement qu'a proposé le président Juncker. Si nous faisons de vraies réformes pour le pays, si nous prenons nos risques, dans notre intérêt et dans celui de nos enfants, alors nous sommes en droit d'être particulièrement exigeants à l'égard de nos partenaires européens et de l'Europe. Parce que ce dont nous avons besoin aujourd'hui, c'est d'un plan d'investissement européen qui puisse faire ce qui n'aurait pas de sens de faire au niveau national, c'est-à-dire un vrai plan d'investissement, les 300 milliards du président Juncker. Il faut que ce soit du vrai argent, de l'argent en plus pour qu'un choc macroéconomique au niveau de la zone euro puisse advenir. C'est ça dont nous avons besoin pour accompagner notre politique, qui est plus une politique d'offre, d'une vraie politique de demande au niveau de la zone euro et de l'Union européenne. Ce plan de 300 milliards en 3 ans, c'est 10 milliards d'euros pour l'économie française par an. Donc, je le dis ici, nous devons collectivement être exigeants avec l'Europe sur ce volet investissement. Nous ne pourrons l'être que si nous montrons que nous sommes exigeants avec nous-mêmes et que nous reformons l'économie. Voilà la ligne d'ensemble et la philosophie que je voulais, pour cette première discussion, exposer auprès de vous, Monsieur le Président. J'en ai conscience, du coup, très peu parlé du budget de mon ministère, mais je propose d'y répondre dans les questions si elles venaient sur ce sujet, mais je trouvais plus important d'essayer de redonner une cohérence. Merci, monsieur le ministre. Je ne dirais pas que ce que vous avez à dire sur le budget n'a pas d'importance, mais c'est effectivement secondaire par rapport à la politique que vous avez tracée. C'est la première fois que vous êtes devant la Commission, et donc nous apprécions évidemment vous avoir entendu sur ce point. Simplement, avant de donner la parole, en l'espace de 30 secondes, quel est le calendrier prévisionnel du passage devant le Sénat du projet de loi qui porte déjà votre nom ? C'est un projet de loi qui sera donc posé en Conseil des ministres le 10 décembre, qui, je crois, passera... Les calendriers sont encore fluctuants, et là-dessus, je ne peux vous donner que ce que j'ai comme information stable. On me dit fin du mois de janvier à l'Assemblée, ce qui suppose, compte tenu de la charge de votre propre calendrier, que je passerai au Sénat en mars, c'est ça, hein ? En mars, d'accord. Bien, voilà. Merci. C'est pour organiser nos travaux, puisque nous avons également la transition énergétique qui va nous occuper un certain temps. Alors, je donne d'abord la parole à Alain Chatillon, au titre de l'UMP. Messieurs les ministres, et madame surtout, Haut-Garonnaise, elle aussi qui se succède après un Haut-Garonnais. Alors, monsieur le ministre, d'abord sur les professions réglementées. Je ne suis pas notaire, donc je vous en parle très librement. Je considère que là, il faut faire très attention. Les notaires, aujourd'hui, apportent, notamment en rural et en périurbain, des conseils le plus souvent gratuits. Ce n'est pas un acte chaque fois qu'ils reçoivent quelqu'un. C'est différent dans d'autres professions. Là, ce n'est pas le cas. Le deuxième point, vous avez parlé d'augmentation de population importante. Oui, augmentation de population importante, essentiellement en couronne parisienne et sur Paris, et dans les très grandes villes. Attention à ne pas affaiblir les quelques études qui restent en rural. Et sur ce plan-là, je vous demande de vraiment réfléchir à ce point. Quand vous allez passer un acte chez un notaire à Paris, il y a 30, 40, 60, quelquefois une centaine de clercs. Quand vous allez chez un notaire de province, il a 2, voire 3 salariés. Donc ne créez pas quelque chose qui va créer la désertification de nos territoires. Le deuxième point, s'il y a taxation, c'est la taxation au montant de l'acte, mais pas à l'acte petit. Donc faites la différence entre ceux qui font des grosses opérations, des signatures d'actes très importants en peu de temps, et ceux qui, en rural, notamment dans le rural profond de nos territoires, voient 2, 3, 4 ou 5 clients 10 fois pour passer de tout petits actes. Et enfin, la valorisation du fonds de commerce. Attention à la spoliation. Ce sont des gens qui ont passé une vie entière pour valoriser un fonds de commerce, le plus souvent familial. Donc, j'attire votre attention sur ces 3 points importants. Je suis intervenu avec des collègues socialistes récemment à Toulouse, et notamment avec mon collègue Borgel, devant l'Assemblée des notaires. Il a convenu d'un certain nombre de points. Je souhaiterais que vous soyez très vigilants là-dessus. Vous savez quel est l'exode dans nos territoires ruraux, et vous savez la difficulté
que nous avons à maintenir des activités. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est sur le plan des entreprises. J'ai créé et développé un pôle qui s'est devenu important, puisque en pôle agro, Midi-Pyrénées et Aquitaine, et qui est devenu aujourd'hui l'un des 2 premiers pôles français. Lorsque je vois qu'aujourd'hui l'État va réduire de 30% l'aide à ce pôle, alors il y a 2 cas de figure. On lui donne des compétences élargies, notamment de conseil ou de formation, pourquoi pas. Mais réduire de 30%, c'est-à-dire ramener à 80 000 euros pour un pôle qui représente 200 000 salariés, je trouve que c'est pas cher payé pour des gens qui le font gratuitement. Car nous avons un pôle avec 7 personnes, 7 salariés pour couvrir 2 régions. Ça touche 200 000 salariés, 350 entreprises, et qui, effectivement, joue un rôle majeur dans l'accompagnement. Et dans cet accompagnement, je vous invite à regarder également l'action de la COFAS, qui petit à petit se retire et n'accompagne que très rarement les sociétés sur des pays dits dangereux. Je pense même à l'Espagne aujourd'hui. Donc regardons ce problème-là. Et puis enfin l'accompagnement UbiFrance et toutes les activités qui tournent autour. Est-ce qu'on ne peut pas depuis, et là je ne vous en fais pas le grief, loin s'en faut, ce n'est qu'un constat, mais depuis 7-8 ans, on n'arrive pas à fédérer et à accompagner. Regardons ce qu'ont fait les Japonais avec le MITI, regardons ce que font les Allemands, regardons ce que font les Italiens, et regardons la capacité de nos 2 pays voisins, Italie et Allemagne, sur la capacité à créer des ETI. Comment peut-on créer des ETI dans ce pays alors qu'aujourd'hui, nos ETI, il y en a 3 fois moins qu'en Allemagne et 2 fois moins qu'en Italie, et que de surcroît, la marge opérationnelle de ces ETI françaises est 2 fois plus petite que celle de nos voisins. Et ensuite, on s'étonne d'avoir 60 et quelques milliards de déficit de la balance commerciale. Commençons à accompagner ces entreprises-là, commençons à fédérer des PME, et c'est l'un des rôles des pôles d'excellence ou des pôles de compétitivité, que d'effectivement faire en sorte de regrouper un certain nombre de partenaires qui sont capables de créer demain un ETI. Et quel système d'accompagnement? Vous avez parlé de la BPI. Bon, il y a un certain nombre de groupes financiers existants depuis bien des années dans certaines régions. Je pense à l'IRDI en Midi-Pyrénées, je pense à Ciparex ou à Nord Entreprendre. Donc ces sociétés-là ont la capacité d'accompagner. Essayons de mobiliser des financiers, trouvons des financements extérieurs, mais essayons vraiment, car ce sont les ETI qui vont véritablement apporter de la valeur ajoutée. Quand on voit qu'on continue à perdre 70 000 emplois industriels depuis 1980, on est passé de 5 300 000 emplois à moins de 2,5 millions, soyons vigilants et accompagnons nos entreprises. Bien, merci, mes chers collègues. Vous l'avez constaté, le chrono a démarré avec beaucoup de retard, ce qui fait qu'on a l'impression que notre collègue a dépassé le temps de parole qui lui était imparti. Celui qui va lui succéder devant le micro, c'est Martial Bourquin. Monsieur le ministre, merci de votre présentation et surtout, j'ai ressenti dans votre propos la volonté de mettre l'entreprise et la création de valeur au cœur des préoccupations gouvernementales. La question de l'industrie est une question essentielle et nous devons, sur ces questions-là, redevenir une grande nation industrielle. Et pour cela, bien sûr, il faut retrouver des marges dans les entreprises, mais il faut aussi retrouver cette culture industrielle que nous avons perdue. Et c'est en choisissant des créneaux nouveaux que nous arriverons à retrouver ces lettres de noblesse dans l'industrie. Et on sent qu'il y a une volonté, vous avez cité votre prédécesseur, mais vous aussi, vous gardez cette volonté de redevenir une société productive. Moi, je souhaiterais attirer votre attention sur les conditions dans lesquelles vont être transposées en droit interne les 2 directives relatives aux marchés publics qui ont été adoptées cette année au niveau de la communauté européenne. La commande publique représente environ 100 milliards d'euros. Et le point qui mérite une attention particulière concerne le recours à la sous-traitance dans les marchés publics. La directive du 26 février 2014 donne une certaine marge de manœuvre, même assez large, aux États membres sur ce point.
Elle indique que le respect par les sous-traitants des obligations dans les domaines du droit environnemental, social et du travail doivent être assurés. Ça, c'est très important. Et ça représente des mesures appropriées prises par les autorités nationales. Elle dispose aussi qu'il est nécessaire d'assurer une certaine transparence dans la chaîne de la sous-traitance. Je vais vous donner un exemple très particulier. Il y a un grand chantier de 300 millions qui se fait dans ma région. Et aujourd'hui, ce qui s'est passé dans l'industrie au niveau de ce qu'on a appelé les délocalisations risque de se faire aussi dans le bâtiment et les travaux publics. Parce que des sociétés se mettent en place avec des appels d'offres qui sont maintenant tous européens. Et sur ces appels d'offres, il y a une grande partie de salariés détachés. Et j'ai demandé au préfet qu'il y ait des contrôles. Un contrôle qui a été opéré encore hier soir a exclu une société du marché parce qu'elle avait des difficultés avec son fisc à hauteur de 40 millions d'euros. Mais le soir du contrôle, c'est pas moins de 12 nationalités qui étaient présentes sous le chantier. Et à côté de cela, nos PME, nos TPE sont en grave difficulté. Et là, voyez-vous, je pense qu'il y a eu deux choses qui se sont passées qui sont très importantes. La première, c'est qu'on n'a plus l'obligation, maintenant pour une PME, lorsqu'elle postule sur un marché, d'avoir en chiffre d'affaires le double du marché. Et deuxième chose, on a l'allotissement qui a été aussi un progrès. Mais là, je pense que dans la transposition qui va s'opérer et dans les marges de manœuvre qui vous sont données, est-ce que cette transparence dans la chaîne de la sous-traitance ne doit pas être utilisée avec l'empreinte carbone pour faire en sorte que nous ayons cette politique de pacte PME qui se met en place, pour faire en sorte vraiment que les marchés publics, bien sûr, on ne va pas se retrouver dans une situation où on capte tout, mais là, aujourd'hui, dans une grande partie, un grand donneur d'ordre, par exemple, a joué le jeu, a distribué à l'ensemble de nos PME, je ne vais pas les citer ici, le gros œuvre. Dans les finitions, ça a été catastrophique. Et là, je crois qu'il faut faire attention, il y a des mesures à prendre, des contrôles à opérer, et pas seulement des contrôles instantanés pour savoir si ces personnes ont des papiers en règle, mais pour connaître aussi pourquoi une société arrive à faire un dumping fiscal et social éhonté et aller chercher des marchés que nos sociétés ne pourraient pas remplir parce qu'on est en dessous du coût de revient. Ça me semble une question très importante parce que on sent aujourd'hui nos entrepreneurs du bâtiment et nos salariés du bâtiment très inquiets sur une situation qui semble leur échapper. Dernière chose, Monsieur le ministre, sur les questions des délais de paiement. On sent, l'observatoire de M. Lorenzi va donner en décembre son verdict. Il semble que les délais de paiement s'aggravent encore entre les grands donneurs d'ordre et les sous-traitants. Et la question que posait mon collègue Chatillon, qui est une question très pertinente sur les ETI, il semble bien qu'une des raisons pourquoi nous n'avons pas plus de TI, ce sont les rapports entre les grands donneurs d'ordre et les sous-traitants. Parce que le Mittelstand à l'allemande, ça ne se fait pas chez nous. Chez nous, la culture, c'est de tondre le sous-traitant. Sur ces questions-là, des délais de paiement, dans la loi consommation, nous avions mis en place toute une série de mesures. Est-ce que les décrets d'application vont paraître sur ces mesures? Les informations que j'avais, c'est qu'ils paraîtraient en décembre. Mais j'ai l'impression que sur ces délais de paiement, il y a un travail à faire. Ça participe à la désindustrialisation, Monsieur le ministre. Ça participe à la désindustrialisation. Bien. Merci, Martial Bourquin. Ladislas Poniatowski. Merci, Monsieur le Président. Oui, une seule question, Monsieur le ministre. Je vais vous avouer, je buvais du petit lait en vous écoutant, notamment lorsque vous nous avez fait la petite synthèse de votre projet de loi pour la croissance. Et vous serez vraisemblablement surpris, à mon avis, lorsque le débat va venir au Parlement, vous risquez d'avoir plus de soutien dans nos rangs que dans vos propres rangs.
Vous avez dit on s'attaque à des corporatismes. Ce n'est pas des corporatismes que vous vous attaquez. Ça va être à votre propre majorité. Je pense que vous aurez des problèmes. Ma question porte sur un volet qui est, je pense, un des plus intéressants. Ce n'est pas l'ouverture le dimanche. C'est ce que vous avez dit concernant l'ouverture du capital. Et sur l'ouverture du capital, j'espère que vous ferez preuve de beaucoup d'initiatives et que vous irez très loin. Vous avez tout à fait raison de dire que cette ouverture du capital doit profiter à ceux qui prennent des risques, c'est-à-dire aux actionnaires, et doit absolument profiter en même temps aux salariés. C'est la seule manière de réinjecter et de redynamiser et d'aider au développement de beaucoup d'entreprises, mais pas les grandes, toutes. Les grandes, les moyennes, les petites. Les PME que vous avez citées, voire des petites entreprises artisanales. Et j'espère bien que vous irez loin. J'espère que vous irez loin. Et sur ce domaine-là et ce volet-là, nous vous soutiendrons. Et j'aurais été ravi d'avoir quelques précisions si vous êtes déjà prêt à nous en donner. Bien, merci. Michel Le Swarnec. Micro, mon cher collègue. Est-ce que ça fonctionne là? Merci. Quelques questions. D'abord, par rapport au CICE, sur les 40 milliards, donc est-ce qu'on pourrait avoir une évaluation annuelle, puisqu'il s'étale sur 3 ans? Nous sommes assez critiques sur cette question, parce qu'il n'y a pas d'engagement ferme, il n'y a pas de règles, de critères d'attribution qui sont porteurs de réussite pour notre part, c'est ce que nous voyons. Je vous ai entendu dire le coût horaire baisse, donc ce sont les premiers résultats. Vous avez dit ensuite faire baisser les prix, c'est un objectif. Est-ce que c'est en tirant tout vers le bas qu'on va pouvoir relancer notre industrie? Donc c'est une question que je me pose. Est-ce que dans la compétition internationale, mondialisation, il s'agit de tout tirer vers le bas? Est-ce que c'est ça l'avenir? Par ailleurs, je voulais dire au début, mais j'ai oublié par rapport au collègue Chatillon, que j'étais d'accord avec son analyse sur les professions réglementées. Donc j'ai reçu beaucoup de notaires et d'huissiers et de pharmaciens. Donc je pense qu'ils jouent un rôle fondamental pour notre tissu local et qui rendent un service public, information gratuite. Tout ceci me paraît tout à fait vrai. Peut-être qu'il y a des changements à apporter, mais en tout cas avec beaucoup de prudence. Sur la réforme des prud'hommes, donc je ne connais pas exactement l'avis des syndicats, mais ce serait peut-être bon qu'on tienne compte de l'avis des syndicats qui sont quand même concernés au premier chef. Et l'autre question, c'est par rapport aux retraites chapeau. Est-ce que, tout à l'heure, Jean Tirole a parlé de code d'éthique. Est-ce que la question des retraites chapeau, ça rentre dans le code d'éthique? Est-ce qu'il faut continuer à accepter les retraites chapeau à ce niveau? Faut-il les interdire? Faut-il les réduire? Faut-il les taxer? Donc j'aimerais connaître votre opinion sur ce sujet. Et pour terminer, sur la Banque centrale européenne, je me pose la question, est-ce que ce serait une bonne chose si la Banque centrale européenne prêtait aux États au même taux qu'aux banques? Voilà, je me pose vraiment cette question. Merci. Bien, merci mon cher collègue. Monsieur le ministre vous invite, si vous le voulez bien, à apporter des réponses à ces questions. Alors, par souci de cohérence, comme je donne toujours la parole à chaque groupe, Joël Labbé, qui représente à lui seul le groupe écolo, n'avait pas levé le doigt, mais donc comme ça vous aurez été représentant de tous les groupes. Joël, tu as la parole. Oui, Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le Ministre. Monsieur le Président, c'est parce que vous aviez pris la très bonne habitude de donner la parole à chacun des groupes. Je m'étais dit que c'était plus la peine de la demander. Mais je vais faire très rapide. Oui, mais j'oblige pas quelqu'un à parler. En tant que modeste si on me le demande pas. Écolo, d'abord, concernant le point de vue des notaires, sur l'expérience d'une vingtaine d'années de maire que j'ai eu aussi, donc je les ai reçus, les notaires, mais j'ai ma propre expérience. Il y a certes nécessité de réformer, mais c'est véritablement, comme le disaient mes deux collègues, c'est un service de proximité. On parlait hier des milieux ruraux et hyper ruraux. C'est un véritable service de proximité pour la population. Alors pour les élus locaux, également, c'était pratiquement chaque semaine où j'avais affaire au notaire, y compris pour des rendez-vous où il se déplaçait. Jamais j'ai pensé lui demander combien je lui devais et jamais il a eu le réflexe de me le dire. Ce côté-là est drôlement important. Je crois qu'entre les avocats parisiens, les gros cabinets d'avocats de grandes villes et les petits offices notariaux de campagne, il y a une nuance à véritablement prendre en compte.
Monsieur le ministre, par rapport à la question de la transition, notamment transition énergétique, transition dans les transports également, il y a de nouvelles activités, de nouveaux métiers, une nouvelle économie. J'aimerais que vous puissiez nous en dire un peu plus là-dessus. Et toujours dans le même domaine, l'adaptation des métiers du bâtiment aux nouveaux modes de construction et de rénovation. Voilà pour les quelques points que je souhaitais soulever. Merci. Bien, monsieur le ministre, si vous voulez prendre la parole. Merci beaucoup pour ces questions. Alors, je vais peut-être commencer par le notariat, puisque c'est un sujet bipartisan et important. Je partage votre sensibilité à tous trois qui en avaient parlé. C'est aujourd'hui, le notariat français fait partie des éléments de sécurité juridique. L'acte authentique est important. Il fait partie de ce qu'on appelle le maillage territorial, de l'équilibre des territoires, et il rend un vrai service public. Donc notre volonté n'est pas de casser le notariat français, de ne pas prendre en compte ces mesures. Je vais simplement essayer de vous dire comment ça marche aujourd'hui, de manière simple, et comment on propose que ça marche demain. Aujourd'hui, pour créer un office ministériel, il faut que vous soyez présenté par un notaire qui détient un office. Ce qui n'est pas totalement conforme, je crois, à l'idée que nous pouvons partager, honnêtement, ni de l'entrepreneuriat, ni de la méritocratie républicaine, parce que ça veut dire que si vous ne trouvez pas un notaire qui, par le droit de présentation, vous cède son entreprise, et généralement, si vous n'êtes pas quelqu'un qu'il aime bien, qu'il a pris par à connaître, ou son neveu ou son fils, vous pouvez avoir le même diplôme, les mêmes stages, le même test la même honorabilité reconnue par le garde des Sceaux, et ne pas avoir de perspective de tenir un office notarial. Vous pouvez en créer un nouveau, et c'est soumis à une commission, la CLON, qui a une politique, il faut bien le dire, très malthusienne. Le résultat des courses, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, il y a 600 offices notariaux de moins qu'en 1980. Donc, ces éléments peuvent nous conduire à penser que le système est un peu conservateur. C'est la réalité. Où sont aujourd'hui les déserts notariaux? Ils ne sont pas en monde rural. Les déserts notariaux, quand je prends juste un critère de rapport de nombre d'offices à la population et à la richesse, ils sont en Seine-Saint-Denis, ou plutôt en banlieue de métropole. Où est la concentration de la richesse notariale? Vous avez raison, elle est beaucoup plus dans les endroits où l'immobilier a flambé et où on a pu avoir précisément plus de rente. Moi, je ne veux stigmatiser personne. Je dis simplement que nous avons surréglementé pour de bonnes raisons une profession. Donc il faut garder la bonne réglementation, mais peut-être lever celle qui est inutile. Et donc ce qu'on propose de faire, c'est que lorsqu'un notaire aura passé le diplôme, lorsque ce notaire aura passé son stage, qu'il aura été reconnu comme pouvant être notaire à plein par la garde des Sceaux, donc l'honorabilité, donc qu'il aura passé toutes les fourches codines juridiques qui vous garantissent la qualité de sa prestation, il sera partout où c'est possible en situation de créer un office. Alors, le risque, me direz-vous, c'est de déséquilibrer des territoires, d'enlever des parts de marché à ceux qui sont là. Eh bien, nous avons proposé de supprimer pour les différentes professions existantes les 7 commissions existantes pour avoir un collège unique de professionnels qui serait rattaché à l'autorité de la concurrence et qui regarderait selon des critères très objectifs de population, de richesse sur les territoires et qui dirait voilà le niveau satisfaisant de notaires, et donc quand il y en a assez, on n'autorise pas à créer sur ce territoire. Ce qui permettrait d'orienter la création d'offices nouveaux vers les territoires où il en manque. Et donc quand vous avez suffisamment d'offices notariaux, point n'est besoin d'en créer. Et donc c'est un peu inverser la logique qui consiste aujourd'hui à dire c'est interdit partout, sauf autorisation exclusive d'une commission malthusienne, parce que ça a été géré de manière un peu conservatrice, à une logique qui consiste à dire, lorsque vous avez rempli tous vos tests juridiques et que la qualité est garantie, c'est autorisé, sauf si vous déstabilisez un écosystème existant. Je crois que ça répond à vos préoccupations en mettant un peu plus, en reconnaissant qu'il y a aussi, somme toute, dans le notariat français, une dynamique économique, une logique économique que nous voyons tous. Enfin, sur les tarifs. Il y a aujourd'hui une péréquation de fait dans les tarifs. Parce qu'en effet, les petits actes sont plutôt sous-tarifés, en dessous du coût réel, et l'équilibre se fait par les grands actes, les plus gros.
Mais cette péréquation, elle a un sens macroéconomique. Enfin, les offices qui font beaucoup de petits actes font rarement des très gros actes, et inversement, nous connaissons tous et toutes des offices notariaux qui font surtout des gros actes et peu de petits actes à perte. Et donc il ne faudrait pas que cette péréquation de fait, dont il faut garder la logique, soit le prétexte pour ne rien regarder des tarifs existants. Parce que ces tarifs, figurez-vous, ils n'ont pas bougé depuis 1978. Ce qui, somme toute, est l'indicateur là aussi de quelque chose qui peut être réadapté au monde dans lequel nous vivons. Donc ce que nous proposons, c'est de garder une logique de péréquation, c'est-à-dire que ce soit pas qu'on ne gagne pas surtout pour baisser le prix des plus gros actes et qu'on garde sur les actes les plus petits une logique par rapport au coût réel, mais qu'on puisse avoir de manière régulière une révision de ces tarifs à la lumière d'un rapport indépendant qui serait fait par l'autorité de la concurrence, rapport que nous avons d'ailleurs demandé pour la fin d'année et qui illustrera la réalité des coûts réels de ces professions et des tarifs qui sont aujourd'hui proposés. Enfin, il me semblait important qu'on puisse introduire une logique un peu différente, cohérente avec l'ouverture de ces professions, qui est que ces tarifs pourraient être un plafond. C'est-à-dire que vous garantissez partout sur le territoire que vous ne pouvez pas payer plus de X un acte, mais dans certains territoires, pourquoi un notaire entreprenant, plus innovant, qui s'organise mieux, ne pourrait pas faire cet acte pour un peu moins cher? Il est responsable de manière pleine et entière, il ne va pas s'amuser à faire de mauvais actes. Ça, je ne crois pas à cette théorie. Par contre, il est évident qu'un jeune notaire qui voudrait s'installer à Paris, puisque vous citiez, monsieur le sénateur, tout à l'heure cet exemple, un jeune notaire qui voudrait s'installer à Paris, je peux vous dire que pour gagner des parts de marché, il ferait sans doute beaucoup d'actes moins chers que ses collègues aujourd'hui installés. La qualité n'en serait pas moins bonne, et simplement vous créez une logique de concurrence. Elle est normale. Elle est normale si vous n'atteignez pas, si je puis dire, au cœur juridique du notariat. Donc voilà la philosophie de cette réforme. Elle n'est pas évidente pour tout le monde. Je pense qu'elle est entendue. En tout cas, très honnêtement, moi, je ne me résous pas à l'idée que, dans le monde où on vit, expliquer chaque jour que les salariés doivent s'adapter, que les PME doivent se faire à la mondialisation, que la compétitivité est une réalité, et qu'à côté on dit il faut vivre sous le régime de Ventose et de la loi de 1943 avec des tarifs de 1978, soit extraordinairement logique et intellectuellement satisfaisant. On peut préserver le cœur de notre droit, sa sécurité juridique, et moderniser tout cela pour le bien du pays. Pour ce qui est des pôles de compétitivité, alors je crois qu'il y a eu, monsieur le sénateur a filé, mais je vais quand même avorter la réponse pour tout le monde. Oui, non, mais... Tu es obligé de rentrer sur Toulouse, oui. Et donc, parce que là-dessus, on a eu le débat sur le budget à l'Assemblée, je pense qu'il y a une confusion parfois entre les chiffres. Il y a, sur les 71 pôles de compétitivité, les dotations de fonctionnement et les dotations d'investissement. Sur le fonctionnement, on est passé de 16 millions d'euros pour ce qui est de mon ministère, mais qui ne représente pas l'intégralité des dotations. La dotation totale de l'État, c'est 22 millions d'euros, parce que certains sont portés par d'autres ministères. Mais pour donc la part des autres est préservée. Pour notre ministère, on passe de 16 à 14, et non 11,5 comme initialement prévu, parce qu'en gestion, on va rajouter 2,5 millions. Le reste de l'effort sera fait par les régions. C'est l'accord politique qu'on a trouvé, ce qui correspond, donc le passage de 16 à 14, moins de 5% de baisse, qui est conforme à la baisse des crédits qu'on fait sur le reste du ministère et dans la plupart des ministères. Donc c'est cohérent et je pense soutenable. L'effort d'investissement est lui préservé, même renforcé via le PIA. Il passe lui principalement par le fonds unique interministériel, 110 millions en 2014 et il sera stabilisé sur le triennal à 100 millions par an d'engagement. Et dans le PIA 2, on a doté de 300 millions d'euros des initiatives sur les pôles de compétitivité. Donc l'idée n'est pas du tout un désengagement massif sur le plan financier. Et je regrette à ce titre, et je veux m'en excuser, qu'il y ait pu avoir des courriers émanant de mon ministère qui ont pu, en anticipant des décisions qui parfois étaient plus dures que ce qu'on a finalement décidé, créer le trouble ou l'incertitude, ou en tout cas la confusion. Donc voilà la réalité des choses. Pour ce qui est de la COFAS, alors je sais que c'est un sujet de préoccupation, il est important pour nos entreprises. La COFAS, il y a deux choses. Il y a ce qu'on appelle le compte État, la partie publique, c'est 5 à 8 milliards d'engagements chaque année. Et donc là, nous y sommes très vigilants et nous préservons. Pour ce qui est du compte privé, on ne le gère pas. C'est principalement lui d'ailleurs qui accompagne les entreprises en Europe, il est totalement privé. Et donc, on aura une vigilance et on va regarder l'action. J'ai bien noté le point qui était fait. Mais
n'avons pas de levier sur ce sujet-là. Par contre, sur l'organisation de notre dispositif à l'export, je veux ici insister sur 2 choses. BPI France a doté, vous l'avez voté, un programme BPI Export, d'une part, qui est extrêmement important, et d'autre part, nous avons regroupé l'AFI, donc l'Agence pour les investisseurs internationaux, et UbiFrance, en une entité unique, qui justement doit être beaucoup plus efficace et beaucoup plus simple pour nos entreprises pour aller à l'international. Après, on sait bien que la complexité, elle se situe aussi beaucoup dans la multiplicité des acteurs que nous avons parfois sur les territoires. Et donc là, il faut créer beaucoup de cohérence, et c'est une vigilance que nous devons tous avoir ensemble. Mais je crois qu'on a un dispositif qui est en tout cas plus compétitif, et il faut là-dessus continuer à être exigeant. Sur le point des ETI, qui est un point fondamental, moi je crois que pour que ça marche mieux, les ETI, on a un sujet qui rejoint celui qu'on évoquait de rémunération de ceux qui prennent des risques et de bonnes incitations fiscales pour les entrepreneurs. Parce qu'un entrepreneur qui réussit, il faut qu'il soit récompensé fiscalement. C'est les aménagements que je proposerai en matière de bons de souscription par de créateurs d'entreprises et d'actions de performance. Ensuite, le sujet des ETI en France, c'est un sujet de fonds propres pour beaucoup. On a moins de capitalisme familial qu'en Allemagne, et c'est un capitalisme du coup qui est en effet parfois plus court-termiste ou qui se développe moins. Je pense que toute la réflexion qui a été lancée sur les seuils, en particulier les seuils sociaux qui étaient à la négociation, est importante. Elle fait partie de ces mesures qui permettent à nos entreprises de lever un des plafonds de verre qui existent. L'accompagnement à l'export, l'ouverture à l'international de nos PME leur permettra aussi de devenir des ETI. Le point des délais de paiement sur lequel je vais revenir est un facteur, mais il faut là avoir une politique en matière de fonds propres beaucoup plus favorable pour nos PME. Je pense qu'on fera dans les prochains mois des propositions concrètes. Ce n'est pas un problème de financement en dette, c'est vraiment un problème de financement en fonds propres pour qu'on puisse continuer à croître et à réussir. Pour les sujets qui ont été évoqués par M. le sénateur Bourquin. Alors, sur la culture industrielle de notre pays, vous l'avez dit, vous avez raison. Je veux ici insister sur un point, je le disais rapidement tout à l'heure. Nous avons raté, dans la fin des années 80, une première bataille industrielle qui était celle de la robotisation. Nous avons aujourd'hui une bataille qui s'ouvre, qui est celle de ce que les Allemands appellent l'industrie 4.0, qui est comment inventer l'usine du futur, l'industrie du futur, qui va permettre de la production très décentralisée, avec ces imprimantes 3D qui sont déjà une réalité, avec une autre organisation du tissu productif, et où on va devoir marier la production industrielle avec le numérique et ses innovations, puisque certaines parties de la chaîne de production vont aller beaucoup plus vite et s'organiser différemment, et les services attachés. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on vend, ça n'est plus simplement matériel, c'est de l'intelligence embarquée, et ce sont des services. Et donc, je crois que si on se pose la question de la culture industrielle et notre réussite industrielle, il faut aussi se la poser de manière différente, ce qui est peut-être une nouvelle opportunité pour la France. Parce qu'il faut décloisonner ce que nous avons toujours regardé en silo. L'industrie, aujourd'hui, n'est plus la sœur et ennemie des services. C'est faux. Les emplois que nous recréerons en développant l'industrie, ce ne sont pas des emplois dans des usines qui fument. Ce sont des emplois de services attachés à des matériaux qu'on produit en France. Et donc, il faut être beaucoup plus innovant, beaucoup plus transversaux. Mais ce qui veut dire aussi ne pas avoir peur de cette nouvelle mondialisation, ne pas considérer que les Françaises et les Français qui seraient abonnés à la vieille industrie n'auraient pas de place dans la nouvelle industrie. C'est faux. Ça veut dire avoir beaucoup d'anticipation et réfléchir collectivement. Ça veut dire faire les investissements aux bons endroits pour développer ces clusters de compétences. Ça veut dire investir dans les formations pour réussir sur ces sujets. Parce que j'insiste, il faut qu'on puisse former les Françaises et les Français pour les accompagner dans ce changement et cette évolution. Et ça veut dire ne pas avoir peur du changement. Et je dirais que culturellement, on réussira ce virage industriel si on n'a pas peur du changement. Si on explique aux Françaises et aux Français que la nouvelle robotisation, ça n'est pas l'ennemi de l'emploi. Je cite toujours un exemple très simple. Il y a 5 fois plus de robots dans les usines allemandes que dans les usines françaises. L'industrie pèse plus en Allemagne qu'en France et il y a un taux de chômage qui est presque 2 fois inférieur. Donc si les robots tuaient des emplois, ça se saurait. En tout cas, ça se serait vu. Donc il ne faut pas avoir peur de ce changement, mais il faut l'accompagner, surtout il faut l'anticiper. Sur les marchés publics, vous avez évoqué un point important. Donc il y a 2 directives qui ont effectivement réformé les marchés publics en février 2014. Je vais, d'ici la fin de l'année, lancer une consultation sur l'ordonnance de transposition qui sera prise, sur l'habilitation.
L'habilitation sera incluse dans le projet de loi d'habilitation en cours de discussion. Et cette transposition, elle doit être l'occasion d'une réforme en profondeur qui aidera les entreprises, et en particulier les PME, parce que je souscris totalement à vos préoccupations. Vos préoccupations pour les PME, ce sont celles que nous portons et que nous avons portées, d'abord dans la loi ESS et dans toutes les mesures qui ont été prises, parce que les clauses sociales, les critères sociaux qui figurent dans ces dispositions sont de nature précisément là aussi à protéger nos PME et à éviter les pratiques que vous mentionnez. Et nous avons aggravé également les sanctions administratives en cas de défaut de déclaration de détachement. Donc il y a des premières mesures qui ont été prises, mais il faut aller plus loin. D'autres mesures complémentaires ont été prises. J'ai simplifié en particulier les règles de marché public pour les PME en réduisant le nombre de pièces demandées. C'est bon pour les PME françaises. Mais au-delà de ça, il faut être très vigilant sur le point, vous avez raison, du détachement et de l'organisation de la chaîne précisément de production et de fourniture de ces marchés publics. Et donc on doit simplifier massivement les textes et aller plus loin que ce que nous avons fait, rendre donc plus accessibles les possibilités d'allotissement parce que c'est bon pour les PME et renforcer encore, sans doute, puisque les directives nous invitent à le faire, les clauses sociales et environnementales. Alors cette réforme, elle s'inscrit dans la droite ligne de ce qui a été, je le disais, engagé en septembre dernier, avec les mesures de simplification et les approches nouvelles, comme le partenariat pour l'innovation, qui est quelque chose aussi que nous avons mis en place pour les PME, en particulier pour les marchés publics. Mais donc, dans le cadre de cette concertation, on vous associera pour que vos préoccupations puissent être pleinement prises en compte. Pour ce qui est des délais de paiement, alors, aujourd'hui, nous avons dans la loi le délai de 60 jours. C'est tout à fait vrai qu'il n'est largement pas respecté. La transparence complète m'oblige à dire qu'il n'est parfois pas respecté par des entités, des administrations publiques également, et par des grandes entreprises publiques. Donc, l'enjeu, c'est d'abord d'assurer le respect de cette loi, avec la volonté de donner, et vous évoquiez ces textes, une nouvelle dynamique dans 3 directions. D'abord, des contrôles accrus de la DGCCRF. Il y a l'objectif de 2500 contrôles en 2014, j'en rendrai compte en temps voulu. Ensuite, la mise en œuvre dans la loi Conso qui donne un rôle de suivi particulier au commissaire aux comptes. Et à cet égard, le décret est en préparation et sera pris avant la fin d'année. Et l'amélioration, justement, du côté du secteur public, avec des mesures très concrètes que je veux prendre d'ici la fin de l'année, mais qui sont des mesures d'ailleurs quasiment de stigmatisation parfois de certains acteurs qui ne respectent pas les règles. Il y a cette norme anglaise qu'on appelle le name and shame, mais qui parfois fonctionne quand la loi n'est pas appliquée aussi. Et quand on stigmatise celles et ceux qui ne respectent pas les règles, c'est efficace, parce que je peux vous dire que ces entreprises n'aiment pas se retrouver dans des classements de mauvais élèves. Mais donc, il y a un apparatus juridique, il y a des décrets qui ont été pris, que nous allons compléter d'ici la fin de l'année, et des mesures en cours dont nous rendrons compte en termes de contrôle. Mais vous avez raison, aujourd'hui, les PME sont la première banque des grands groupes. Ça ne peut pas continuer. Donc, là-dessus, il y a des mesures, mais il faut être concret et il faut pouvoir avancer, donc ça fait partie des priorités. Pour ce qui est de l'ouverture du capital et de l'actionnariat salarié, monsieur le sénateur, l'objectif, c'est en effet d'avoir la politique la plus ambitieuse possible à deux égards. Le premier, c'est donc l'épargne salariale, pouvoir étendre le dispositif existant aujourd'hui aux plus petites entreprises, parce qu'il n'était pas une réalité, en particulier pour les moins de 50. Et donc, il faut simplifier les règles, avoir aussi des dispositifs plus incitatifs et trouver les mécanismes financiers qui protègent les salariés. Parce que je crois que l'erreur, ce serait d'ouvrir le capital aux salariés en leur faisant courir des risques excessifs. Et donc, là-dessus, il y a aussi des dispositifs techniques, mais importants, pour protéger les salariés de tout risque. Le COPIESAS achèvera ses travaux dans une semaine et nous remettra, François Rebsamen, Michel Sapin et moi-même, un rapport. L'objectif, c'est de pouvoir transcrire ce rapport dans le projet de loi pour l'activité et la croissance. Et donc, avec cette ouverture et la volonté d'améliorer le forfait social qui a été, pour des raisons budgétaires, largement augmenté, il faut là aussi reconnaître ce qui a été fait il y a 2 ans, et peut-être de l'aménager dans certaines conditions pour le rendre plus attractif et restaurer un peu de son efficacité. Pour ce qui est de l'actionnariat salarié, je veux qu'on puisse le travailler sous 2 angles. Le premier, les bons de souscription pour créateurs d'entreprises. Pourquoi ? Parce que les start-up qu'on évoque ou les petites entreprises familiales, ce sont des entreprises où des Françaises et des Français acceptent de prendre des risques.
ils acceptent de prendre un risque, il faut bien le dire, qui est supérieur à celui d'un salarié, d'un fonctionnaire, parfois d'un élu ou d'un ministre, qui est de mettre leur capital à risque, leur famille à risque, pour créer une entreprise. Et donc c'est vrai qu'il faut reconnaître cette mobilisation et considérer qu'ils ont le droit, dans des proportions explicables et en parfaite transparence, mais d'avoir des mécanismes plus incitatifs, parce qu'on doit récompenser cette prise de risque, parce que l'économie de demain, c'est une économie de rupture. Et donc, pour y réussir, nous avons besoin de Françaises et de Français qui prennent des risques, et qui prennent des risques en France, et pas à l'étranger. Ensuite, pour ce qui est des actions de performance, l'idée là, c'est de pouvoir, dans les ETI et les grands groupes, avoir un dispositif qui, pour les principaux dirigeants, permette de récompenser en fonction de la performance les managers. Là-dessus, il faut bien le dire, nous avons sur le plan fiscal, et pour des raisons qui étaient politiquement explicables, beaucoup dégradé l'attractivité de ces instruments comme de celui des stocks options. Je crois que les stocks options aujourd'hui ne sont plus attractives, il faut être lucide et il ne faut pas chercher à les restaurer. Je crois qu'il faut qu'en même temps qu'on restaure l'attractivité de ce dispositif, qu'on ait un discours extrêmement éthique à l'égard des grandes entreprises qui l'utilisent. C'est-à-dire, je pense que l'action, et je l'assume, l'action de performance est un bon dispositif pour l'économie. Et ça peut être un dispositif juste quand il est attaché à une performance qui a été évaluée. Et c'est le droit de toute entreprise de bien rémunérer ses dirigeants lorsqu'ils sont bons. Parce que si nous considérons que c'est un interdit dans notre pays, les bons dirigeants ne viendront plus travailler en France. Mais de la même façon, on ne peut pas accepter que, de manière automatique, on donne des actions qu'on appelle actions de performance. Parce que si ça devient automatique, ça n'a plus de sens. Et lorsque je lis parfois dans la presse que certains dirigeants touchent des grandes sommes d'actions gratuites à certaines occasions, je ne trouve pas ça satisfaisant et le message envoyé vient troubler la cohérence économique qu'on voudrait porter. Mais voilà l'esprit, en tout cas, dans lequel je le fais. Le message général, c'est que je pense que notre économie a besoin de prise de risque. Et donc, nous devons l'encourager. Parce que c'est aussi de la justice sociale. Parce que c'est différent du salariat. Et en même temps, on sera d'autant plus crédible que nous traitons les problèmes de rente. Ce qui est la transition à votre dernière question, monsieur le sénateur. Je reviendrai sur les autres, sur les retraites chapeau. Parce que la retraite chapeau, c'est l'exemple type, pour le point que je veux que nous puissions traiter, de la rente en économie. Alors, qu'est-ce qu'on appelle retraite chapeau? Parce que c'est un terme qui n'existe pas en réalité, c'est un terme journalistique. Il y a des retraites supplémentaires. La retraite supplémentaire s'explique par le fait qu'on a capé à 8 fois le plafond de la sécurité sociale, les cotisations. Ces retraites supplémentaires, qui sont souvent par capitalisation, il ne s'agit pas de les interdire. Elles touchent plusieurs millions de Français. Elles sont d'ailleurs pour la plupart inférieures à 10 000 euros, tout à fait raisonnable, et ce sont des retraites pour lesquelles les Françaises et les Français qui les touchent ont cotisé. Donc, pardon d'être trivial, on ne va pas massacrer des Françaises et des Français qui ont cotisé pour leur retraite. Ce créerait une instabilité déraisonnable. Par contre, voilà, le problème, ce sont les sombreros. Et les sombreros, qu'est-ce que c'est? C'est un chapeau qui est très grand et qu'en plus, vous ne payez pas. C'est ça le problème. Ce sont les régimes de retraite pour certains mandataires sociaux ou cadres dirigeants où le dirigeant ne paye pas ou quasiment pas, mais voit l'entreprise provisionner des montants importants pour lui payer. Et ça, c'est une forme de rente, quand même, si on utilise des gros mots. Ça n'est pas généralement corrélé à une performance. Alors, le code AFEP-MEDEF, auquel nous nous sommes dans un premier temps rangés, implique des règles de stabilité dans l'entreprise, qui fait que, par exemple, dans le cas de M. Varin, il avait déclaré que ça n'était pas conforme à ces règles parce qu'il avait constitué une retraite chapeau de manière trop rapide. Dans d'autres cas, a considéré que, par exemple, la retraite chapeau de M. Mestralet était conforme au code parce qu'elle s'était faite dans la durée. Ce qui est vrai. Donc, il ne s'agit pas pour l'État qui, en septembre 2011, ça n'était pas ce gouvernement, mais en septembre 2011, l'État a approuvé la retraite chapeau de Gérard Mestralet, comme de plusieurs centaines d'autres membres de GDF Suez. Je considère que ça n'est pas responsable, compte tenu de la continuité de l'État et du message qu'on veut envoyer, que l'État, d'un seul coup, parce qu'il y a une polémique, dise la retraite chapeau de Gérard Mestralet n'est plus acceptable. Ça, je pense que nous ne devons pas le faire, parce qu'on crée une instabilité en général. Parce qu'à ce moment-là, n'importe qui dans le monde économique se dira, au gré d'un changement de majorité, d'une polémique, les droits acquis, ce que l'État s'était engagé à faire, est remis en cause. Par contre, notre devoir, c'est de nous poser la question pour maintenant et pour le futur. Et donc, notre esprit de responsabilité, qui est de ne pas créer, si je puis dire, de remise en cause de ce qui a été décidé, doit aller de pair avec
la lucidité que nous venons de partager et l'esprit de responsabilité qui est de ne pas reconstituer ces situations pour le futur. Et donc je pense que pour ces catégories très particulières de Françaises et de Français, nous devons retrouver un régime de droit commun. C'est-à-dire qu'on ne peut pas demander à une entreprise, à ses salariés, de provisionner pour un ou quelques dirigeants sans qu'il y ait de contribution, sans que ça ait rien à voir avec la contribution de ces dirigeants pour avoir une retraite à vie. Je vais vous dire, je pense que notre économie gagnerait à ce qu'on favorise davantage la performance, le succès, la réussite de ces chefs d'entreprise, parfois en acceptant de les payer mieux, d'où la logique des bons de souscription de parts de créateurs d'entreprises et d'actions de performance, mais de ne pas leur donner des espèces de fausses compensations avec des rentes qui sont malsaines. Voilà. Donc c'est l'esprit, la cohérence de ces deux mesures que je voulais mettre en relation, c'est l'esprit en tout cas de ce que je proposerai aux uns et aux autres. Mais donc je pense qu'il faut là qu'on y aille clairement. Sur les retraites chapeau, il y a eu une hypocrisie quelque part, mais on a été en même temps raisonnable jusqu'alors, de part et d'autre, il faut bien le dire, on a traité le problème par la fiscalité. Donc les retraites chapeau, on a en plus la double peine, c'est que vous avez le coût politique avec des montants exorbitants, et en réalité, celles et ceux qui les touchent sont fiscalisés à 70%. Donc le mieux, c'est d'arrêter avec ce système. C'est plus propre. Pour ce qui est du CICE, je resterai les chiffres, le CICE à lui seul n'est pas de 40 milliards. C'est le pacte de responsabilité, CICE, qui sont de 40 milliards sur les 3 ans à venir. Il y a eu un rapport parlementaire qui a été fait sur le CICE, une évaluation conduite par le commissariat général à la prospective, qui ont montré que c'était aujourd'hui un instrument que dont les entreprises s'étaient saisies, qui marchait, qui fonctionnait, y compris à commencer par les petites et moyennes entreprises. Il y a, c'est dit moins clairement dans ces deux rapports, mais moi j'ai eu un rapport, des éléments très intéressants des experts comptables. Les entreprises qui ne prennent pas le CICE trop souvent, c'est parce qu'elles ont peur du contrôle fiscal. Et donc il faut expliquer aux entreprises que le CICE, ça n'est pas le crédit d'impôt recherche et qu'il n'y a pas de contrôle fiscal attaché au CICE, parce que ça n'est pas... Non, c'est la vérité. Alors, il y a des contrôles fiscaux en France, mais donc ça peut tomber dessus parce que toutes les entreprises qui sont à l'IS sont soumises au CICE, même celles qui ne payent pas l'IS. Mais la vérité, c'est que vous déclarez de la masse salariale avec un plafond. Donc, ce n'est pas un objet de planification de votre contrôle fiscal. Donc, je crois qu'il faut que ça continue à marcher. Mais quel était l'objectif du CICE et derrière du pacte de responsabilité et de solidarité qui décline des allègements de charges et d'impôts sur 3 ans? Ce n'est pas de tirer tout vers le bas. C'est, en situation d'urgence, qui est celle de notre économie française, restaurer les marges des entreprises. Pourquoi? En 2012, quelle était la situation de notre économie? Et là, très honnêtement, je ne fais pas de polémique, c'est la réalité dans laquelle nous vivions. C'était des marges historiquement basses. Pourquoi? Parce que nous avons le système de charges et de fiscalité que nous connaissons, qui est le système français. La dynamique salariale des 10 dernières années en France avait été nettement supérieure à la dynamique salariale allemande, si je compare. Nous nous étions mal spécialisés sur le plan économique et nos entreprises étaient insuffisamment montées en gamme. La vraie compétitivité, c'est la compétitivité hors coût. C'est monter en gamme, innover, être sur les bons secteurs où on peut justement trouver les bons clients, les faire payer cher et constamment innover. Dans beaucoup de secteurs, nous n'avons pas su prendre cette spécialisation. L'automobile est un bon exemple. On s'est mis sur le moyen de gamme qui s'est beaucoup plus fait comprimer les marges et qui a été victime de la concurrence des États à bas coût, là où les Allemands ont su monter en gamme et mieux s'organiser. Mais restaurer votre compétitivité hors coût, votre politique d'innovation, ça prend du temps. Ça prend 5 à 10 ans. C'est la réalité. Et vous n'innovez pas, vous n'investissez pas lorsque vous n'avez plus de marge. Donc, nous avons fait une politique en 2 temps, prendre des initiatives pour l'innovation et le développement et l'investissement dès le début. La préservation et même l'augmentation du crédit impôt recherche, qui est un bon instrument, va dans ce sens. Toutes les initiatives qui ont été prises dans le cadre d'ailleurs du pacte de compétitivité dès novembre 2012 vont en ce sens. Mais l'urgence, c'était de restaurer les marges des entreprises pour qu'elles puissent embaucher et investir. CICE, puis le pacte. Et donc la dynamique, c'est pour ça qu'il est important qu'il y ait ces négociations de branche, c'est que cet argent soit utilisé à cet effet. Et là, je veux ici envoyer un message de responsabilité. La responsabilité du patronat, c'est de conduire ces négociations de branche. Moi, je suis préoccupé et déçu de voir que le patronat continue chaque semaine à avoir une nouvelle idée fiscale plutôt que d'organiser les négociations de branche auxquelles il s'est engagé. Si on veut que la France réussisse, ça ne marchera pas sans ces négociations de branche, qui consistent à dire on a eu le CICE, on a le pacte. Alors certes, c'est très difficile, il y a d'autres choses. Il y a des branches pour lesquelles c'est plus difficile que d'autres, mais voilà comment on le mobilise. Voilà quelle transparence on donne à l'action qui est faite. Comment on se mobilise sur les apprentis,
comment on se mobilise sur l'investissement, sur le développement. Bon, toutes ces mesures, elles sont importantes pour la démocratie sociale, elles sont aussi un facteur de compétitivité. Mais au-delà de ça, on peut mettre tout l'argent qu'on veut sur les marges des entreprises. Si nous répétons nos erreurs passées, ça ne marchera pas. Parce que nos erreurs passées, qu'est-ce que c'est? C'est une préférence française pour l'augmentation des salaires et des dividendes. C'est ça, la France des 15 dernières années. C'est que, si je compare la France à l'Allemagne, nous avons beaucoup plus augmenté les salaires de ceux qui avaient un emploi. Parce qu'on a préféré augmenter les salaires qu'embaucher. Je tiens un discours macroéconomique, mais c'est la réalité des chiffres. Et donc, si le CICE se transfère intégralement, alors qu'il n'y a pas d'inflation, qu'on a une situation dure, en augmentation salariale, en 3-4 ans, le CICE, on se reposera la même question. Les marges sont toujours aussi basses parce qu'on les aura mangées autrement. Et si ces allègements de charges passent en politique de dividendes, ce qu'on a fait beaucoup plus que les Allemands dans la période de crise, pourquoi? Parce que quand on est une ETI familiale, on accepte en période de crise de moins distribuer. Ce que les entreprises françaises n'ont pas fait. Elles ont continué à distribuer plus que les Allemandes pendant cette période, en particulier les financières hors de crise. Et donc, si on réplique nos erreurs passées, si on ne change pas collectivement de mentalité, de dynamique, et donc qu'on ne recrée pas une forme de pacte productif dans l'entreprise, qui est de dire on crée plus de transparence, on associe les salariés davantage à la discussion. Parce que vous savez quoi? Quand on associe les gens à la discussion, ils sont souvent plus détendus et on est collectivement plus intelligent, au niveau de la branche, au niveau de l'entreprise. Et on met de la transparence et on utilise cet argent et ces nouvelles marges pour investir et employer, on aura fait un grand pas. Pour ce qui est des prud'hommes, il y a une concertation qui est en cours avec les syndicats. L'esprit du paritarisme sera préservé, mais on peut faire du paritarisme en étant plus efficace, parce que l'efficacité est bonne pour les petites et moyennes entreprises, et elle est bonne pour les salariés les plus fragiles. Et je pense que sur ce sujet, c'est important de concerter avec les syndicats, c'est important de concerter avec les organisations patronales. C'est notre responsabilité de trouver la meilleure organisation et la décision. Autant je crois à la démocratie sociale, autant je pense que la démocratie sociale, elle ne doit pas empêcher les décideurs politiques, quels qu'ils soient, de prendre leurs responsabilités. C'est notre responsabilité de réformer les prud'hommes. Et donc ce n'est pas un sujet qu'on doit laisser uniquement aux organisations syndicales et patronales. Elles sont au cœur de son fonctionnement, elles seront toujours au cœur de son fonctionnement, mais c'est à nous de le réformer, et je ferai des propositions en ce sens. Enfin, la BCE, ce que vous me dites est miel, mais le problème, c'est qu'il y a un débat. Vous savez, la BCE fait partie de ces... C'est un peu comme l'affaire Dreyfus en France il y a un peu plus d'un siècle. En ont-ils parlé ou pas quand on interroge les responsables économiques ou les grands décideurs? Pour que ça marche, il ne faut pas en parler trop. Ce que vous dites, c'est ce que la BCE peut faire et doit faire du quantitative easing, comme on dit, c'est-à-dire du non réglementaire. Et en effet, alors que ce n'est pas l'interprétation majoritaire des traités, peut acheter de la dette des États souverains. Ce serait un instrument extrêmement efficace de création monétaire et qui aurait un impact macroéconomique pour notre économie, pour nos économies. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas de consensus au sein du Conseil des gouverneurs. Ma conviction profonde, c'est que Mario Draghi réfléchit à cela, qu'il y a aujourd'hui une prise de conscience croissante, qu'il y a un besoin de demande au sein de la zone euro et donc un besoin d'un choc macroéconomique qui soit d'une autre nature que ce qu'on envisage. Ma conviction, c'est qu'on arrivera à déclencher cela, non pas en le demandant avec force ou en mettant sous pression la BCE, mais en créant les conditions politiques pour que la BCE puisse décider de la sorte. C'est-à-dire la France en faisant ses réformes et en montrant qu'elle construit elle-même son avenir économique et politique, et l'Europe en prenant ses responsabilités et donc en trouvant un compromis politique sur un vrai plan d'investissement pour l'Europe. Si les États continuent à montrer qu'ils manquent de leadership, qu'ils ne veulent pas se décider et qu'ils ne se mettent pas d'accord, la BCE considérera très vraisemblablement que les conditions politiques de son intervention ne sont pas réunies. Je n'oublie pas qu'en juillet 2012, lorsque Mario Draghi a fait cette déclaration extrêmement forte qui a calmé le feu qu'il y avait dans la zone euro, il l'a fait parce qu'en juin 2012, sous l'impulsion du président François Hollande, les gouvernements de la zone euro ont su trouver un accord pour préserver l'intégrité de celle-ci. S'il n'y avait pas eu ce geste politique en premier, je pense qu'on rendra historiquement à la France son rôle en juin 2012, parce que nous avons beaucoup utilisé notre crédit politique post-élection à la sauvegarde
de la zone euro. S'il n'y avait pas eu ce momentum politique, il n'y aurait pas eu cette décision de la BCE. Enfin, pour ce qui est des dernières questions que je n'ai pas traitées, 2 remarques, et ce faisant, je les ai oubliées, et je vous prie d'en excuser, donc je crois que c'était Joël. À la énergétique et à la transition. Oui, alors sur la transition énergétique, donc, il y a différentes initiatives qui sont prises sur ces métiers de 2 ordres. Un, dans la loi transition énergétique, avec des éléments sur la qualification et les investissements qui sont mis en place face à ces derniers. Donc il y a des mécanismes d'incitation à la fois pour l'offre et la demande qui, sur la rénovation thermique, sont extrêmement importants et, je l'espère, seront votés. En tout cas, c'est un des éléments de relance dans ce secteur qui est fondamental. Et deuxième point, c'est un secteur qui occupe aujourd'hui 2 plans industriels dans lesquels nous avons mis pour mieux structurer l'offre, là aussi, de l'argent et dans lesquels nous avons investi. Et aujourd'hui, le PIA2 a plus de 12 milliards d'euros de crédits qui contribuent justement à la transition écologique et énergétique. Donc, c'est une priorité qui est sur la rénovation thermique et les travaux qu'on vient d'évoquer, mais qui est aussi sur tout le secteur des transports, de la mobilité durable. Donc, je crois à la fois sur la politique industrielle et la politique écologique, c'est une priorité dans laquelle on met de l'argent public, du côté de la demande et du côté de l'offre, parce qu'il faut bien le dire aussi, c'est dans ce secteur, et Carole vous en dira 2 mots je pense, que nous arriverons à retrouver de l'activité pour le BTP. Parce que s'il y a bien un levier de croissance pour bâtiments et travaux publics, il sera dans la rénovation thermique et dans ces nouveaux métiers. Bien, Monsieur le Ministre, vous nous aviez accordé un laps de temps qui est largement consommé, donc même si d'autres collègues auraient souhaité intervenir, il n'est malheureusement plus possible de le faire. J'ai déjà prévenu Carole Delga que nous avions là en revanche plus de latitude jusqu'à 21h, bon il n'y a pas de problème, donc nous pourrons continuer. Je vous demande quelques instants. Voilà pour cette audition d'Emmanuel Macron, le ministre de l'économie, qui a donc été auditionné par les sénateurs de la Commission des affaires économiques, présidée par l'UMP Jean-Claude Lenoir. Il a été interrogé notamment sur les crédits de son ministère pour le projet de loi de finances 2015. Mais vous avez pu l'entendre, lors de cette audition, le ministre est notamment longuement revenu sur la réforme qui s'annonce, sa réforme des professions réglementées qui vise notamment les notaires, les huissiers, les avocats. Il a notamment largement développé l'exemple des notaires, expliquant combien il voulait faciliter l'accès à cette profession. Rappelons que le projet de loi de finances pour 2015 a été adopté hier en première lecture par l'Assemblée nationale et qu'il va être examiné à partir de demain au Sénat en séance publique. Tout de suite, je vous propose de revenir à une autre audition de la Commission des affaires économiques du Sénat, une audition qui s'est déroulée un petit peu plus tôt dans l'après-midi, celle de l'économiste Jean Tirole, également prix Nobel d'économie. À l'invitation que je lui ai adressée, une fois connue